C'est le boycott citoyen. C'est ça qui, à un moment donné, si vous voulez, attirer les dirigeants vers leurs obligations et leurs responsabilités. Et c'est exactement ce qui se joue dans les sociétés européennes pour la question palestinienne. Nous avons tous les dispositifs, si on veut respecter le droit international, on peut le faire demain, mais ce sont les dirigeants qui ne sont pas prêts à le faire. Pour tous les éléments que je vous ai expliqués, que ce soit les questions mémorielles, les questions historiques, des questions d'intérêt aussi. Israël est un partenaire, quoi. Il y a des choses à perdre, il y a des contrats qui vont être perdus, etc. Et c'est aussi cynique que ça. C'est aussi cynique que ça. Le marché de l'armement, il y a tout un tas, si vous voulez, de secteurs où, en fait, à un moment, la question qui est à prioriser, c'est la question des contrats et des partenariats que nous avons avec un État. Et on est prêt à sacrifier l'avenir du peuple palestinien pour ça. Et c'est là où nous, on peut changer la donne. C'est aux citoyens de faire comprendre à leur politique, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, que soutenir un génocide, ce n'est pas possible, et que ça va leur coûter. Et que nous allons, nous, citoyens, les sanctionner un à un au moment venu, notamment au moment des élections. Est-ce que vous pouvez expliquer cette notion? Et deuxième question peut-être, quelle réponse est-ce que vous apporteriez aux arguments de celles et ceux qui disent que Israël a le droit de se défendre dans ce conflit? En fait, peut-être que je commencerai par cette dernière question, puis pour la balayer peut-être un peu rapidement, parce que évidemment, il y a quelque chose de grossier, même, j'avais envie de dire, dans cet argument. Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne parlerai pas en tant que juriste sur la question du droit ou pas, la question du droit de se défendre. Je prendrai ça dans une perspective historique, socio-économique, et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on comprend qu'en Palestine est en train de se nouer un conflit colonial, on a un colonialisme de peuplement qui se déploie au détriment d'une population. La question de qui est-ce qui est agresseur et qui est-ce qui est agressé, qui est-ce qui est colonisateur et qui est-ce qui est colonisé, c'est plutôt clair. Et vraiment, je me contenterai vraiment de cette réponse simple, pour pas dire simpliste, hein, mais parce que je pense qu'à un moment, il est essentiel de revenir à ça. C'est-à-dire poser les termes du débat en ce sens, en ces termes. Dire qu'on est vraiment dans une situation où on a un colonisateur et un colonisé. C'est important cette question du narratif parce que souvent, peut-être que je dirais encore un mot là-dessus, souvent, depuis l'époque du mandat britannique, vous savez, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment les Britanniques se présentaient déjà à l'époque. Les Britanniques se posaient comme arbitres à l'époque du mandat, comme arbitres déjà dans un conflit censé être un conflit éternel entre deux communautés, la communauté juive et la communauté arabe, et on serait là face à un conflit insoluble, et donc de nier l'historique colonial de la présence sioniste en Palestine. C'est pas du tout un conflit entre une communauté juive et une communauté arabe, mais on est là dans un problème situé d'un mouvement sioniste qui s'est déployé suite à la déclaration de Balfour, etc. Je refais pas deux communautés, puis entre deux populations qui se battent pour une même terre. Et donc, voilà, à chaque fois, la question, elle est posée, il y a une espèce de symétrie qui est posée entre ces deux communautés. Et c'est une façon de nier aux Palestiniens sa situation de colonisé, en fait. Le fait que, dès le départ, dès l'époque du mandat britannique, il y a une asymétrie totale, frappante, entre les deux communautés. Mais je ne veux pas trop revenir sur l'histoire. Je pense que vous avez compris un peu ce que j'essaie de dire là, c'est qu'il y a tout un narratif à revoir. Et vraiment, voilà, cette idée de droit d'Israël à se défendre, c'est quelque chose qui est balancé un peu vite comme ça dans les médias, mais qui historiquement n'a aucun fondement et éthiquement n'a aucun fondement. Donc, je ne peux pas perdre plus de temps là-dessus. Pour revenir sur la question du chantage par le financement,
c'est un phénomène qui est important parce que je vous parlais tout à l'heure de la dépendance dans laquelle se trouvent les Palestiniens, et évidemment ils sont dépendants à l'égard d'Israël, mais ils sont aussi aujourd'hui dépendants à l'égard de l'aide internationale. Mais peut-être un petit peu remonter en amont. Moi, j'aime bien toujours adopter une perspective historique pour resituer les choses. Il faut savoir que déjà, justement, à l'époque du mandat britannique, il y a un enjeu majeur sur la question du contrôle des financements qui parviennent aux Palestiniens déjà à cette époque. On a un état d'insurrection régulier, permanent, en Palestine, sous mandat britannique. Les Palestiniens se révoltent régulièrement contre les politiques britanniques, ou bien contre l'accaparement des terres par le mouvement sioniste, et ils sont réprimés sévèrement par la police et l'armée britannique, et donc voilà, il y a un état d'insurrection. Et déjà, à l'époque, à travers dans la région, on a des populations qui se veulent solidaires des Palestiniens et qui vont organiser des collectes de fonds. Sauf qu'on est dans un moment encore colonial. Les puissances françaises et britanniques contrôlent le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Et les forces britanniques et françaises vont empêcher cette collecte de fonds à tout prix. Il faut éviter que des financements puissent venir soutenir l'état d'insurrection palestinien. En revanche, les Britanniques ont utilisé l'arme économique à l'époque. Face à un état d'insurrection qui vient du fait qu'il y a des paysans sans terre qui se retrouvent appauvris et en colère, etc. Les Britanniques mettent en place des politiques d'aide aux paysans, c'est-à-dire d'accompagnement économique, d'essayer de les aider à trouver un emploi, etc. Et on voit comment, finalement, l'idée d'aider des populations à améliorer leurs conditions de vie devient un moyen de contre-insurrection, c'est-à-dire de lutter contre l'état d'insurrection, contre la révolte, un moyen de mater les révoltes et la rébellion en prétendant venir en aide aux populations, en prétendant, donc encore une fois, améliorer leurs conditions de vie. J'avance un peu dans l'histoire. Dans les années 70, au moment où on a un mouvement de libération nationale palestinien qui s'organise dans la diaspora, en fait, dans l'exil, on a aussi là un mouvement de libération qui essaye de trouver des financements pour financer sa révolte et sa révolution. Qui va commencer à envoyer des fonds dans les territoires occupés pour soutenir le Soumoud, la résilience palestinienne, c'est-à-dire le fait de tenir bon en Palestine face à la colonisation. Mais ce qui embête Israël et ce qui embête en fait aussi les Américains, c'est que c'est une façon pour le mouvement de libération palestinien de gagner en influence dans les territoires occupés. Et donc, ce que vont faire les Américains à l'époque, avec l'agence USAID, c'est de commencer, à partir des années 70, à financer des programmes destinés là aussi à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des Palestiniens, dans un objectif de briser l'influence du mouvement de libération nationale et de fournir une aide apolitique qui est là pour dépolitiser les Palestiniens, qui est là pour créer de l'indépendance, mais sans jamais leur permettre d'aller dans une lutte et dans la confrontation. Cette logique-là, en fait, elle va être vraiment... elle va prendre le devant de la scène avec les accords d'Oslo. On parle souvent de l'aspect politique des accords d'Oslo, et on oublie souvent la dimension économique, et un des aspects de cette dimension économique, c'est qu'on a une communauté internationale qui s'engage, au moment où sont signés les accords d'Oslo, à financer largement les Palestiniens, à apporter une aide. Et en fait, avec cette idée, je reprends les termes qui sont employés à l'époque, c'est de faire ressentir aux Palestiniens les dividendes de la paix. C'est-à-dire qu'on va payer pour que les Palestiniens apprécient cette paix, en les aidant au développement, en leur construisant des infrastructures, etc. Sachant que aucune décision politique ferme n'est prise pour stopper la colonisation. Donc, pendant des années, de 93, donc des accords d'Oslo à aujourd'hui, on a un effondrement économique palestinien du fait de la colonisation et du contrôle de tout ce que du système colonial, tout ce que je décrivais tout à l'heure. Et parallèlement, on a une aide internationale qui est là pour maintenir sous perfusion une société palestinienne et donc permettre à ce que les Palestiniens ne meurent pas de faim d'une certaine manière. Il y a un semblant d'économie qui est maintenu sous perfusion grâce à cette aide. Ceci étant dit, je reviens, on a une population palestinienne qui est dépendante
économiquement à l'égard d'Israël et à l'égard de l'aide internationale. C'est un phénomène qui est pareil, bien compris, bien cerné par les économistes. Ça fait des années qu'on dit que l'économie palestinienne n'est pas viable, que l'économie palestinienne n'est pas une économie, etc. Toutes ces choses-là, elles sont bien connues. Je termine en disant que de la même façon que Israël utilise l'économie comme une arme de coercition et de chantage et de menace contre les Palestiniens, eh bien, y compris la communauté internationale et l'Union européenne en particulier, utilise également l'aide, entre guillemets, comme un moyen de pression. Ça se passe de différentes manières. D'abord, l'aide est conditionnée. C'est-à-dire que les Palestiniens n'obtiennent l'aide que s'ils acceptent de suivre un certain nombre de conditionnalités politiques, de ne jamais entrer dans une confrontation avec Israël, notamment, de, par exemple, condamner le terrorisme palestinien, c'est-à-dire la résistance, de prendre un certain nombre de positions politiques, voilà, et en même temps de suivre un certain agenda, travailler pour la libéralisation de l'économie, travailler pour la bonne gouvernance entre guillemets, travailler pour... Donc il y a une panoplie de recettes qui en fait sont les mêmes qui sont utilisées dans d'autres parties du monde. C'est pas spécifique aux Palestiniens, c'est la mise en place d'un programme néolibéral de réformes économiques et politiques et sociales, et les Palestiniens vont devoir mettre en place ces réformes pour pouvoir obtenir de l'aide, sinon ils ne l'obtiennent pas. Et il y a eu des moments où le chantage a été plus direct, c'est-à-dire que l'Union européenne, par exemple, après la victoire du Hamas aux élections en 2006, a décidé, avec le reste de la communauté internationale, de boycotter le gouvernement palestinien et de mettre fin à l'aide qui était versée à l'autorité palestinienne. Et la condition qui était mise, c'était que le gouvernement devait finalement accepter les conditions posées par Israël même dans ce contexte. Ce qui est étonnant, en fait, et ce qui est finalement grave, c'est que finalement on voit que dans certains moments critiques comme ça, on a une tendance à ce que l'agenda de l'aide internationale s'aligne sur l'agenda du gouvernement israélien. Et c'est encore une fois ce qu'on a, pour faire court, pour écourter, c'est encore une fois ce qu'on a eu là, en 2023, après le 7 octobre, on a eu plusieurs responsables européens, et en fait des gouvernements européens qui ont décidé de suspendre l'aide internationale qui était versée. D'autres qui ont dit qu'ils allaient prendre le temps de réviser cette aide. Et en fait, ce qui a véritablement changé, c'est pas le montant de l'aide, ce qui a véritablement changé, c'est les canaux de distribution de cette aide et les contraintes qui sont mises aux Palestiniens pour qu'ils puissent percevoir cette aide. Donc on a encore davantage de contraintes, davantage de coercition. C'est toujours les Palestiniens qui doivent montrer patte blanche pour pouvoir obtenir une aide internationale. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça ce que j'entends quand je parle de chantage européen, pour abréger peut-être, c'est qu'on est... oui, je vois qu'il faut que je fasse vite. Non, mais c'est pour dire que on est dans cette même logique de coercition sont dépendants de l'aide internationale, et cette aide, c'est une aide politique. En fait, le terme même d'aide est inadéquat, puisque c'est un outil d'intervention dans la politique interne palestinienne de manière très très concrète et précise. Voilà, je m'arrête là. Merci. Dernière question pour Mme Hassan, on va essayer de faire très vite puisqu'il ne reste pas énormément de temps. Mais la politique d'extrême droite, et en plus vous y avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure, la politique d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, est-ce que c'est une dérive fasciste propre au gouvernement de Benjamin Netanyahou, ou est-ce que c'est une mise en œuvre d'un programme, d'une ambition qui serait préétablie depuis la création de l'État d'Israël et qui est en cœur de ce projet-là, serait sioniste? Merci. En fait, je pense qu'il y a vraiment deux dimensions qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a une tendance qui est propre à la société israélienne elle-même. Donc, en fait, c'est le parti de Benjamin Netanyahou qui est le Likoud. Je rappelle quand même que Benjamin Netanyahou, je vous invite à regarder un documentaire qui a été fait avec la participation de Sylvain Sipel, qui est un historien, et qui présente très bien ce qu'est la famille de Netanyahou. Il est question notamment de son père, qui est un monsieur qui trouvait qu'à l'époque Israël était déjà
politiquement trop progressif, il a décidé de quitter Israël en reprochant de ne pas être assez rangé à droite et à l'extrême droite. Netanyahou, c'est aussi celui qui a quand même une responsabilité dans l'assassinat de Yitzhak Rabin. Tout le monde voit qui est Yitzhak Rabin. Oui, non. Et rapidement, Yitzhak Rabin, c'est celui qui, le premier ministre israélien qui a signé les accords d'Oslo avec Arafat et qui est la seule, disons, personnalité israélienne qui a fait ce pas avec les Palestiniens pour un accord de paix, je vais revenir tout à l'heure, la paix contre la justice, et qui a été assassiné. Et c'est précisément, si vous voulez, après cette période historique, cet accord a vraiment s'enlisé, et puis c'est totalement un échec aujourd'hui pour plein de raisons, comme ça a aussi été exposé sur des dimensions économiques et d'autres. Et donc, Benjamin Netanyahou, à l'époque, il faisait campagne. Et vous avez des extraits justement de ces campagnes dans ce documentaire sur Blast, qui est dédié à Netanyahou, qui est en 3 parties, je crois. Vraiment, je vous invite à regarder, parce que ça retrace toute l'historique, si vous voulez, de qui est Netanyahou, au nom de quoi aujourd'hui il mène la politique qu'il mène. Et il faisait campagne contre Yitzhak Rabin en disant que c'était justement un traître, qu'il était dépeint comme un ennemi de l'intérieur, etc. Et en fait, ce sont les adhérents, si vous voulez, du camp de Netanyahou qui ont finalement perpétré l'assassinat de Yitzhak Rabin, puisqu'il Yitzhak Rabin a été tué, assassiné par un extrémiste juif suprémaciste, de ce bord-là que nous connaissons aujourd'hui, et qui sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc ça, c'est très bref, mais je vous invite à regarder ce documentaire et vous référer aussi aux travaux de Thomas Vescovi, qui est un historien spécialiste de la société israélienne, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans la société israélienne, dans la dynamique interne. Maintenant, il y a aussi une réalité qui est à l'origine même de la création de l'État d'Israël, qui puise, si vous voulez, ses sources dans le mouvement sioniste, et le mouvement sioniste a 2 dimensions. Il a une dimension nationale, la création d'un foyer national juif, qui, elle, en soi, n'est pas problématique pour toutes les raisons que je vous ai exposées et que je pense que tout le monde peut comprendre. La dimension problématique dans le mouvement sioniste, c'est sa dimension colonialiste. Et c'est intéressant d'aller aux sources, d'aller consulter les écrits des premiers penseurs sionistes, dont Theodor Herzl, que je vous ai cité. Et pour ça, je vous donne aussi une autre référence, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un article d'Alain Glesch, que je cite souvent, qui est très bien fait, qui est intitulé « De la colonisation à l'apartheid » et qui retrace, si vous voulez, la dimension coloniale de l'État d'Israël qui a traversé tous les courants politiques et qui est aujourd'hui actuel et qui cite, du coup, en l'occurrence, les écrits de Theodor Herzl. Theodor Herzl, il présentait les Palestiniens comme des barbares. C'était un peuple dont il fallait se débarrasser. Tous les écrits sionistes de l'époque inscrivent la création d'un foyer national juif en passant par une politique coloniale, en passant par une politique de nettoyage ethnique, et en projetant sur le Palestinien non pas une cohabitation, non pas du dialogue, et non pas de la considération pour ce qu'est le peuple autochtone qui vit en Palestine à ce moment-là, mais plutôt une logique, comme ça a été dit, donc d'expulsion, de domination, d'exploitation des ressources, de pillage des terres et tout ce qui s'en est suivi, puisque ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la résultante, si vous voulez, de ça. Et donc, ce qui est important d'avoir aussi comme quelque chose de structurant dans les discours sur la question palestinienne, et qu'il faut disqualifier toutes celles et ceux qui nous disent que c'est que Netanyahou le problème. Netanyahou, c'est le problème principal. Mais il y a un problème, si vous voulez, qui est lié à la création même de l'État d'Israël, qui est un État raciste, colonial depuis sa création. Et c'est pour ça que moi je dis souvent qu'Israël est malade de son colonialisme. C'est-à-dire que quel que soit le dirigeant auquel on a affaire, il a toujours été, si vous voulez, un persécuteur des Palestiniens. Golda Meir, qui est une femme de gauche en Israël, elle a dit « Il n'y a pas de territoire occupé à rendre aux Palestiniens, puisque les Palestiniens n'ont jamais existé. » Ça, c'est le courant de gauche. Vous prenez Yitzhak Rabin, qui est l'homme qui a serré la main à Arafat. Avant de faire ce pas, si vous voulez, vers les Palestiniens, Yitzhak Rabin, pendant une
l'intifada disait qu'il fallait briser les os des enfants palestiniens jeteurs de pierres. Les enfants qui jetaient les pierres contre les temples. Il y a eu des déclarations visant à dire il faut que les soldats qui attrapent les Palestiniens, il faut leur briser les os. Et vous avez des archives de soldats israéliens qui attrapent des Palestiniens, qui leur tordent le bras comme ça dans ce sens et qui leur brisent les os avec des pierres. Ça, si vous voulez, c'est documenté, vous pouvez le retrouver. Donc c'est pour dire que c'est la société israélienne, et c'est important de le voir. Souvent, vous aussi, et vraiment, c'est pour comprendre s'il y a de dissonance dans la société israélienne. En Israël, vous avez une majorité de la population qui dit on ne veut plus Netanyahou. C'est un homme corrompu, il a des comptes à rendre à la justice, etc., etc. Vous avez aussi une majorité d'Israéliens, plus de 75%, qui est pour l'offensive à Gaza et pour le maintien de l'offensive à Gaza. Et c'est là où vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on dit souvent, mais non, mais c'est une société progressiste, c'est une société démocratique, etc. Ben non, ben la France, quand elle a colonisé l'Algérie, quand elle a tué les Algériens, c'était une société démocratique ici. La question, c'est pour qui vous êtes démocratique et pour qui vous êtes progressiste. Parce que vous avez des dirigeants israéliens, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui se pensent démocratiques et progressistes, mais pour les Israéliens seulement, mais qui ont toujours historiquement persécuté les Palestiniens, qui ont toujours poursuivi une politique coloniale, qui ont toujours refusé aux Palestiniens leurs droits fondamentaux et notamment celui de l'autodétermination. Vous ne pouvez pas dire que c'est une société démocratique. C'est une société coloniale, démocratique pour elle-même, mais une société coloniale pour l'autre. Et c'est ça, en fait, une société d'apartheid. On est là, dans la réalité de l'apartheid, elle est là. C'est la séparation entre... L'apartheid israélien, il repose sur la dichotomie juif-non-juif. Je viens de regarder les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de d'autres, de B'Tselem, de Al-Haq, qui sont des ONG palestiniennes israéliennes, et qui vous disent qu'en fait, l'apartheid d'aujourd'hui, c'est la réalité première de ce territoire. C'est pas israélien contre palestinien, il y a une seule autorité aujourd'hui contre tout le territoire, et qui fait la séparation entre ce qui est un juif israélien et ce qui est un palestinien colonisé qu'il faut continuer à persécuter. Et c'est ça en fait le fil conducteur qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc ce que nous combattons et ce que nous devons combattre, c'est pas les Israéliens. C'est pas les Israéliens. C'est les privilèges des colons. C'est ça qui doit cesser. C'est une société coloniale qui peut vivre et exister et survivre à la seule condition de renoncer à ses privilèges de société coloniale. Et c'est ça qu'il faut structurer dans sa pensée politique. C'est pas la haine de un tel ou de un tel ou le rejet de un tel ou de un tel. Et c'est même pas sa confession non plus. Henri Laurens, qui est le plus grand historien français que nous avons sur la question palestinienne et qui est prof au Collège de France, il dit les Palestiniens ne sont pas antisémites. S'ils avaient été colonisés par des Esquimaux, ils seraient anti-Esquimaux. Ils sont anti-israéliens parce que les Israéliens sont des colonisateurs. Point. Structurant aujourd'hui dans le discours politique, ce n'est pas d'en finir seulement avec Netanyahou, c'est d'en finir avec une société coloniale. Et ça, les Israéliens doivent le comprendre. Leur sécurité, elle n'est pas dans la persécution des Palestiniens. Elle est dans la survie du peuple palestinien. Elle est dans la libération du peuple palestinien. Elle est dans l'égalité avec les Palestiniens. Et tant qu'ils n'auront pas renoncé à la prière de l'autre, ils seront toujours en insécurité. Ils seront toujours persécutés puisqu'ils persécutent les Palestiniens. Et c'est ça qu'il faut structurer aujourd'hui dans sa pensée politique. Malheureusement, il nous reste très peu de temps, donc juste une dernière question ouverte à nos deux intervenants avant de passer aux questions du public. Pour vous, quelle est la solution ? Est-ce que la solution à deux États est encore envisageable ? Est-ce qu'on en a encore les moyens ? Quelle est la solution ? Je ne sais pas si vous avez monsieur Tarek, si vous voulez commencer à prendre la parole. C'est... en fait, je réalise... finalement, aujourd'hui, on a, en tout cas pour moi, j'ai parlé de comment est-ce que les Palestiniens avaient été dominés, comment est-ce que
de politique coloniale, je disais, c'était fait au détriment du peuple palestinien. Comment est-ce que la communauté internationale aussi, à travers l'aide, finalement avait participé, s'était rendu complice de ce colonialisme en contribuant à réprimer encore plus et à opprimer encore plus le peuple palestinien. Ce dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est de comment est-ce que le peuple palestinien a répondu et a réagi et s'est défendu et a proposé et s'est organisé et comment est-ce qu'il a résisté finalement à ce projet colonial. Je dis ça parce que je pense que pour répondre très vite à votre question, non, la solution à deux États n'est pas viable, en fait, clairement pas. Mais je ne sais pas quelle serait la solution si on veut comment on dit, la cadrer dans une logique de droit international et de logique des États-nations, etc. Par contre, ce que je sais, c'est que les Palestiniens aujourd'hui, dans leur diversité, ont exprimé leurs ambitions, ont exprimé leurs aspirations. Leur aspiration, c'est la libération de la Palestine, c'est la libération d'États palestiniens, c'est de pouvoir vivre en paix et en justice dans cette région du monde. Et je pense que, au-delà de la formule institutionnelle que ça prendra, un État, 2, 3, 4, 5, finalement, c'est peut-être pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir entendre ce que les Palestiniens ont à dire et d'aider les Palestiniens à s'organiser et à trouver des espaces pour dire ce qui compte pour eux. Parce que finalement, ce débat, moi je dis ça parce que le débat un État, deux États, par exemple, c'est un débat qui aujourd'hui a lassé les Palestiniens, on l'entend, ça ne peut rien dire. Encore une fois, comme je le disais, sur le terrain, c'est un seul État qui existe, c'est l'État d'Israël, qui a imposé sa souveraineté suprême sur l'ensemble du territoire, et les Palestiniens qui, pris dans cet État colonial, de manière fragmentée, mais en même temps avec une aspiration commune, luttent chacun à leur manière. Et c'est ça qu'il faut réussir à entendre. C'est peut-être ça dont dont vous pourrez parler lors de prochaine conférence. C'est aussi de donner un peu la place à comment est-ce que les Palestiniens résistent aujourd'hui, de différentes manières, dans les différents espaces, et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces résistances, qu'est-ce qu'elles disent de leurs aspirations réelles et de leurs aspirations profondes, et de ne pas être tout le temps dans une volonté de les encadrer et de leur donner un espace finalement institutionnel limité pour exprimer leurs aspirations. Moi, tout le monde, je pense, connaît un peu ma position sur ce sujet. Faut pas en avoir aux politiques de dire qu'il faut des États, et les politiques sont contraints par les résolutions des Nations Unies, notamment les partis politiques, etc., parce qu'ils ne peuvent pas, au nom des Palestiniens, au nom de tel ou tel peuple, dire bon, voilà, ça va être ça la solution. Par contre, l'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai une casquette de concerné. Je peux aussi avoir une liberté de ton qui va au-delà de ma casquette politique, mais je peux aussi parler en tant que Palestinienne, et j'ai le droit de parler en tant que Palestinienne. Moi, je suis pour la libération du peuple palestinien sur toute la Palestine historique. Mais quand on a dit ça, il faut pousser le raisonnement. La libération de tous les Palestiniens, parce que la solution en deux États, elle n'inclut pas tous les composants de la société palestinienne. La société palestinienne, c'est le Fatah, c'est précisément parce qu'on a d'abord fragmenté les Palestiniens. C'est-à-dire qu'on s'est assuré qu'ils vivent sur des territoires différents, avec des statuts différents, et sans aucune connexion entre eux. Donc, quand vous divisez un peuple en plusieurs catégories, ils n'ont pas les moyens de se connecter entre eux, vous pensez leur avenir, vous pensez leurs moyens de lutte, c'est normal que ça donne lieu à des fragmentations politiques qui elles-mêmes donnent lieu à des divisions. Mais dans cette fragmentation politique, il y a cette réalité aussi des réfugiés palestiniens qui ne sont pas inclus dans la solution en deux États. Si demain il y a un État palestinien, il faut déjà m'expliquer sur quoi on va créer un État palestinien. Il y a 800 000 colons sur le territoire de la Cisjordanie et les autres territoires sont détruits à Gaza et Jérusalem-Est est entièrement aussi colonisé. Et les Palestiniens, les réfugiés ne peuvent pas rentrer. Il n'y a pas d'avenir dans la solution en deux États. Maintenant, il faut avoir le courage politique de le dire, il faut avoir le courage politique de l'affronter. On ne peut pas simplement s'asseoir confortablement dans son siège et reprendre les mêmes discours. Moi, les accords d'Oslo, j'en entends parler depuis que je suis née, en fait.
depuis que je suis née. Je ne sais pas si on se rend compte du fait qu'on ne nous vend rien. On ne nous vend aucun espoir, on ne nous vend aucune perspective, si ce n'est de la lâcheté politique à dire et redire les mêmes formulations depuis 30 ans. Bravo. La libération de tous les Palestiniens, c'est la libération de leurs colonisateurs. Mais colon, c'est un statut, c'est pas une nationalité, c'est pas une religion. C'est-à-dire que demain, les Israéliens peuvent aussi s'organiser pour renoncer à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une société coloniale qui persécute les Palestiniens. Et je crois que la dignité du peuple palestinien, elle est dans le fait de ne pas faire subir aux Israéliens ce que eux ils ont subi. Précisément parce que les juifs ont aussi un passé qui est traumatique. Et une fois, je discutais avec un diplomate palestinien, il me disait c'est très dur de discuter et de négocier avec les Israéliens parce qu'ils parlent avec leur trauma en fait. Ils ont, à juste titre, ce spectre-là de cette mémoire qui fait qu'ils ont peur aussi d'être du jour au lendemain ciblés pour ce qu'ils sont, etc. Et je crois que la dignité du peuple palestinien, c'est de ne pas se faire subir aux Israéliens ce qu'ils ont déjà subi, ce que nous, Palestiniens, nous avons subi pendant la Nakba, ce que nous sommes en train de subir actuellement. Mais les Israéliens doivent comprendre qu'ils ont leur place dans cette terre, sur cette terre-là, à condition de renoncer à leur statut de colon. Mais que s'ils pensent leur présence sur cette terre-là, en colonisant et en persécutant le Palestinien, ils se trompent. Les Palestiniens ne renonceront jamais. Jamais il n'y a pas un Palestinien sur terre qui renoncera à cette lutte, où qu'il soit. Où qu'il soit. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui. C'est pas à moi de décider de là où je suis, à savoir en exil, en citoyenne française, etc. C'est à eux de trouver les perspectives et c'est à eux de donner ce chemin-là. Mais la libération, la paix, comme je le disais, ce n'est pas la justice. Le projet de paix qui ne libère pas les Palestiniens, tous les Palestiniens, ce n'est pas la justice. Nous, ce qu'on veut, c'est la justice. C'est la libération de tous les Palestiniens, où qu'ils soient. La possibilité, la liberté de circuler sur toute la Palestine mandataire et de s'installer partout où ils veulent. Moi, au nom de quoi quelqu'un, qui plus est, les Européens, peuvent venir me dire à moi, descendante de la Nakba, que je n'ai pas le droit de retourner dans le village de ma famille qui a été rasé en 1948 et qui aujourd'hui appartient à Israël, qui est le village d'Al-Beroué. Qui peut venir me retirer ce droit? Personne. La libération, c'est pour ça que je veux dire, elle passe par cette possibilité pour tous les Palestiniens de s'installer partout où ils le désirent et que la cohabitation n'est possible qu'à condition que les Israéliens renoncent à leur statut de colon et leur politique coloniale à l'endroit des Palestiniens. Donc il y a plusieurs options. Un État binational, une fédération d'États, un seul État à voir. Mais non, mais c'est vrai, il y a plusieurs possibilités. Et ce que je dis, je termine là-dessus, n'est pas nouveau. N'est pas nouveau. Édouard Saïd à l'époque, avec les dialogues qu'il pouvait avoir avec des Israéliens, il militait déjà. Il y avait déjà à l'époque des gens qui militaient pour en fait un État unique où ce qui définit les gens, c'est un rapport d'égalité, quoi. Un rapport d'égalité. Mais je veux dire que, quelle que soit la perspective politique qui est proposée, le Palestinien n'a pas à renoncer à une parcelle de sa terre. Ça reste le peuple autochtone, qu'on le veuille ou pas. Et ceux qui sont venus s'installer sur cette terre en voulant massacrer le peuple palestinien doivent le comprendre. Ce n'est pas aux Palestiniens de céder. Ce n'est pas aux Palestiniens, si vous voulez, de se plier. Ce n'est pas aux Palestiniens de réparer, comme je le disais, des crimes qui ont été commis et qui relèvent de la responsabilité européenne, ici. Et ça, les Européens aussi doivent le comprendre. Que la libération du peuple palestinien, l'autodétermination, c'est un droit fondamental. Et il est, qu'on le veuille ou pas, il va finir par s'appliquer. Qu'on le veuille ou pas, je veux dire. Vous allez à la rencontre de n'importe quelle société palestinienne, qu'elle soit dans les camps, qu'elle soit en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, en exil, y compris en Israël, parce qu'une personne sur 5 en Israël est en réalité d'origine palestinienne, mais naturalisée. En fait, il n'y a personne qui a renoncé à cette libération, à l'autodétermination. Et il est temps de le comprendre. On va passer aux questions au public. On va vous demander d'être très bref dans les formulations des
nous reste moins de 30 minutes, donc 1 minute par question. Et on va faire une prise de parole alternée de gens si ça ne vous dérange pas. Malheureusement, on n'a qu'un micro parce que l'autre nous a abandonnés sur les batteries. Est-ce que tu vas prendre? Attends, comme tu veux. Je laisse. Qui parle? Est-ce que la personne qui parle peut lever la main? J'aimerais savoir si vous trouvez qu'il y a un intérêt politique et économique au boycott. Est-ce que vous pouvez répondre? J'ai pas entendu la question en fait. Pas de souci. La question était, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt économique au boycott? Et politique, pardon. Un intérêt économique et politique au boycott. Oui. Je peux répondre, oui, si vous me permettez, rapidement. Oui, bien sûr, il y a un intérêt. C'est bien de distinguer, d'ailleurs, intérêt économique et politique, parce que, en fait, généralement, il y a deux dimensions dans le boycott qui effraient beaucoup Israël. Il y a la dimension économique, c'est vrai. La dimension économique, elle peut ne pas avoir d'effet sur l'économie israélienne dans son ensemble, en tout cas, jusqu'au 7 octobre, elle n'est pas forcément un impact économique très prononcé, mais un impact économique ciblé, c'est-à-dire que ça peut être certaines entreprises qui vont être affectées et touchées, et ça en soi c'est déjà une bonne chose. Mais ce qui effraie aussi beaucoup les autorités israéliennes, c'est l'impact politique et symbolique du boycott. C'est-à-dire le fait de continuer à dire que la présence de produits israéliens n'est pas quelque chose de normal, dans la mesure où Israël est un État criminel, colonial, et donc qu'il faut criminaliser et marginaliser ces produits. Déjà rien que ça, cette guerre de la légitimité en fait, est quelque chose qui effraie beaucoup les autorités israéliennes. Donc oui, c'est important. Compléter rapidement, c'est extrêmement important. Il y a des pays où il y a eu un impact. Donc, le boycott contre Carrefour, par exemple, en Roumanie, a donné lieu à la fermeture de Carrefour, puisque l'organisation a été telle que tout est fermé. Donc il faut vraiment s'inspirer de ce qui s'est passé encore une fois pour l'Afrique du Sud. Le régime d'apartheid est tombé aussi grâce à toutes ces campagnes internationales de boycott. Et toutes celles et ceux qui font pression sur vous, vous pouvez utiliser les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque l'affaire a été portée, notamment depuis la France, contre la criminalisation justement des appels au boycott, et énormément de pression. J'ai vu des personnes qui ont été poursuivies, et il y a eu énormément de pression, et la Cour européenne des droits de l'homme a rattaché l'appel au boycott à la liberté d'expression. Et on dit qu'en fait, dans cette décision, que c'est au cas par cas, c'est-à-dire que si vous appelez au boycott et que vous avez un discours politique qui s'inscrit dans cela, vous êtes dans votre liberté d'expression. Par contre, si bien sûr vous associez l'appel au boycott à un appel à la haine et que vous associez la religion, par exemple, et que vous avez des discours antisémites, là forcément, au cas par cas, vous pouvez faire l'objet de poursuites. Mais ce qu'elle dit dans cette décision, c'est qu'on ne peut pas partir du principe que l'appel au boycott contre Israël est un appel à la haine et que par ce biais, il serait automatiquement à sanctionner. Donc la règle, c'est que l'appel au boycott est parfaitement légitime, que ça s'inscrit dans la liberté d'expression, que ça s'inscrit dans les activités politiques que les uns et les autres peuvent avoir, et que ça a effectivement une répercussion très importante quand on voit ce qui est investi par Israël pour criminaliser ces appels au boycott et ces mouvements de boycott. À 14h30, on se retrouve place du Lorette pour distribuer des tracts et pour appeler au boycott toutes les entreprises qui participent au génocide.
Israël est très important, qui documente tous les liens des entreprises dans l'armement avec nos pays européens et Israël, et qui mène des campagnes aussi concrètes de boycott, mais aussi d'aller dans tous les salons où ces enjeux se présentent pour faire pression. Et ils sont vraiment focus que sur cette question. Ils ont sorti déjà plusieurs rapports. Et je vous invite vraiment à aller suivre sur les réseaux. Moi, je les relaie souvent, mais j'ai besoin de force. Et dans plusieurs réseaux, dans plusieurs villes. Elle connaît ailleurs. Pardon, rebondir. Est-ce que la personne... Salut la gymnastas. C'était moi. Mais c'était sur la question du boycott en fait. Juste pour reprendre, c'était déjà ce que disait Hassan tout à l'heure, mais pour insister là-dessus, le boycott, finalement, ça peut à la fois être un acte individuel, c'est sûr, chacun en son âme et conscience peut décider de boycotter, mais ça peut être un acte collectif, organisé par des campagnes de boycott, et bien sûr, l'étape encore supérieure, c'est d'imposer à ce que nos gouvernements, nos États également boycottent ou imposent des sanctions à l'État d'Israël. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment l'étape à laquelle il faut arriver. Ce qui fait qu'Israël arrive à commettre ce génocide aujourd'hui, c'est évidemment son impunité. Et donc, il est urgent de faire comprendre que ces actes ne seront pas impunis. Merci. Oui, on peut, pour gagner en efficacité, on prend 3 questions d'un coup pour après... Ok, je répète la question pour que tout le monde entende bien. La normalisation des accords entre Israël et les pays arabes, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis souvent que les États arabes sont des États sunnis comme les autres. Il y a une adhésion à la cause palestinienne du peuple arabe, ça c'est indéniable. Partout où vous allez, cette cause elle est chérie. Moi j'ai même rencontré l'association des travailleurs maghrébins qui me disait que dans cette association, pour éviter les batailles de drapeaux, il était interdit de venir avec un drapeau tunisien, algérien, marocain, en me disant que le drapeau algérien était toujours applaudissé. Mais il disait le seul drapeau qui était autorisé, c'était le drapeau palestinien. Donc c'est pour vous dire, voilà, il y a un amour pour cette cause, il y a une solidarité, un amour pour ce peuple et une solidarité pour cette cause dans les peuples, dans les sociétés, mais les États, donc quand je dis État, c'est le gouvernement, c'est les gens à la tête de ces États, c'est des États cyniques comme les autres, qui pensent en fonction de leurs intérêts, de je vais donner là, je vais recevoir ici, etc. Et qui du coup sont prêts pour certains à sacrifier les Palestiniens. Les Palestiniens sont extrêmement instrumentalisés par les États arabes, je veux le dire. Dans toute la région, les Palestiniens sont, en fonction de la conjoncture, instrumentalisés. Alors soit ça permet de mobiliser dans des campagnes, etc. Soit on va quand même discuter sous la table avec les Israéliens et donc aller parfois jusqu'à la normalisation. Si vous voulez, cette normalisation, il faut s'y opposer parce qu'elles sont sans condition. Voilà, si vous voulez, à terme, il y a des relations, qui on est pour... voilà. Mais le problème, c'est que vous normalisez avec qui et qu'est-ce que vous normalisez en fait. En normalisant justement avec l'État d'Israël, vous normalisez la colonisation, les nettoyages ethniques et tous les crimes qui sont commis. Par contre, si vous dites à l'État d'Israël, ok, on peut être prêt à travailler avec vous sur tel ou tel domaine, tel ou tel truc, mais la condition, c'est le peuple palestinien. C'est que vous arrêtiez cette politique de colonisation, c'est que vous arrêtiez de commettre des crimes, etc. Là, on peut en discuter. Mais la normalisation en l'État, c'est une trahison. Trahison des aspirations des peuples arabes, parce que la question porte sur les États arabes. C'est une trahison de ce qu'est le droit international, des politiques qui sont habituellement, vous pensez, des sanctions, etc., pour le droit de tel ou tel État. Ça a été fait quand même en Europe contre le régime russe. Il n'y a pas eu de difficulté à sanctionner dans tous les domaines, universitaires, politiques, économiques, le régime russe. Et puis là, tout d'un coup, pour les États arabes ou pour d'autres, il n'y a pas du tout cette logique à l'endroit d'Israël. Donc voilà, il faut situer ce que sont les États arabes aujourd'hui et ne pas, par contre, les associer au peuple.
qui souvent en fait sont opposés aux décisions qui peuvent être prises par leurs dirigeants. Non, si. S'il n'y a pas le temps, c'est pas grave. Très rapidement, mais Très rapidement, non, mais c'est juste pour aussi dire en fait ce que ça dit, le contexte dans lequel on vit aujourd'hui et les positions qui sont prises par les États arabes dit beaucoup pas seulement du cynisme des États, parce que ça c'est entendu, mais dit aussi de la faiblesse de ces États en fait, qui aujourd'hui ne sont plus maîtres de leur politique étrangère. Et donc quand on parle de normalisation, juste moi c'est ce que j'aimerais rappeler quand même, c'est que cette normalisation elle n'est pas uniquement le produit du cynisme des États arabes, elle est aussi le produit des rapports de force qui sont en défaveur de ces États et qui font que ces États arabes sont en train d'accepter les injonctions des États occidentaux du Nord qui leur imposent de différentes manières la normalisation avec Israël. Et que finalement, ces États qui à une époque avaient une compréhension de leur intérêt comme État dans une solidarité arabe, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, c'était pas idéal, mais c'était quand même un peu le logiciel de départ. Il y avait cette idée d'une solidarité arabe. Aujourd'hui, cette solidarité arabe, elle a été complètement vaincue parce que ces États ont été affaiblis. Et moi, pourquoi ça m'intéresse en tant qu'économiste, c'est parce qu'un des moyens d'affaiblir ces États, ça a été les économies en fait. Ça a été d'affaiblir les économies de ces États qui font qu'aujourd'hui, c'est des États comme l'Égypte, qui sont pas du tout, la Jordanie encore pire, qui sont pas les États qui sont en capacité de prendre des décisions souveraines et qui donc sont en capacité de s'opposer à des injonctions qui leur viennent du Nord. Juste pour rappeler ça. merci. Du coup, on va essayer de prendre 3 questions à la fois et on essaiera de faire des liens. Oui, je suis ici, là. Ici, avec... voilà. Merci, bonsoir. Il existe un certain nombre d'organisations qui soutiennent à la cause palestinienne. Bon, il y a vous, il y a les organisations palestiniennes, il y a les organisations françaises aussi, la FPS, l'Association française pour la... Mais on va la retranscrire au micro. Vous avez dit que l'Europe avait un cap néocolonialiste et que l'Europe ne réglait pas son problème directement en Europe et le faisait du coup avec Israël et la Palestine. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'Europe garde un tel cap au XXIe siècle où la parole se libère et on prend conscience de plein de choses. Et pourquoi on ne règle pas le problème ici? Pourquoi on reste figé et on continue? Donc, pour retranscrire la question, c'est pourquoi l'Europe continue d'être figée et pourquoi elle continue d'avoir ce cap colonialiste, si je puis dire. Ok, et dernière question. Bonsoir. Mohamed Makni, 74 ans. Je me réjouis de voir tout cet amphi rempli de jeunesse. Ils ont pris conscience de ce qu'est le colonialisme et le militantisme. J'ai milité pour l'indépendance de la Tunisie, j'étais jeune, l'indépendance de l'Algérie. À 17 ans, excusez-moi, est-ce qu'on peut... un article d'un ancien ministre des Affaires étrangères tunisien qui disait en substance le 7 octobre, non, nos amis, les Occidentaux, c'est des lâches. Pour nous, pour eux, pardon. Je suis ému, excusez-moi.
ils ont préféré un peuple sur un autre. L'action du 7 octobre, c'est une action anticolonialiste. Pour cette publication sur Facebook, je me suis trouvé devant la justice. Ils m'ont condamné à 4 mois de prison avec sursis. Et le reste, et là, on appelle. Et aujourd'hui, je suis en, comment dire, en cassation. La question aujourd'hui, quelle est la liberté d'expression dans ce pays où à la tête un patron qui est le supplétif d'une organisation qui s'appelle le CRIF. Il va tuer. Excusez-moi la tube. J'ai fait coucou à Yann, elle a pas remarqué. Parce qu'elle est importante, moi aussi, j'ai fait des provocations de l'archéologie du terrorisme. Déjà dire que dire que non, elle a montré la salle à l'autre intervenant. Pardon. Du coup, je vais dire que il faut parler de ça, mais moins des fantasmes en fait. Il y a un lobby qui est un lobby pro-israélien. Le CRIF initialement c'était un mouvement de gauche. Mais c'est bon, si vous regardez l'histoire du CRIF, initialement c'est un mouvement qui est à gauche, qui est du bon côté de l'histoire. Et qui arrive ça bascule, et c'est là où on est du coup dans la propagande en fait, politique, plus que dans le mandat initial du CRIF, dans la défense, et quelque chose qui honore en fait une société, dans des organisations qui luttent contre le racisme, contre l'antisémitisme, etc. Le CRIF a basculé, a perdu complètement toute crédibilité quand il s'est complètement aligné à la politique israélienne. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le courage à un moment donné, ou la clairvoyance, de se dire on soutient, on peut très bien soutenir l'aspect israélienne dans certaines revendications, etc. Par contre, nous avons affaire à des gouvernements qui sont en train de basculer à l'extrême droite, qui sont des gouvernements fascistes, et n'a pas su se désolidariser de ça, pour dire on a un engagement contre l'antisémitisme en France, on a un regard qui peut être porté sur ce qui se passe là-bas, mais par contre, nous sommes aussi parfaitement capables de nous désolidariser d'une politique. Et c'est là où le CRIF a perdu en toute crédibilité, c'est qu'il a maintenu un cap qui est un soutien inconditionnel